Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire très célèbre du début du XXe siècle. L'histoire d'un poilu de 14, Paul Grappe, qui déserte et qui, pour passer inaperçu, va se déguiser pendant le reste de la guerre, et même après d'ailleurs, en femme. Et vous verrez d'ailleurs que c'est un peu plus compliqué que ça. Cette histoire a donné un film, en 2017, un film d'André Téchiné, Les années folles, avec Pierre Deladonchamp, dans le rôle de Paul Grappe. Et pour écrire cette histoire, je me suis appuyé sur un livre qui est l'ouvrage de référence de cette affaire, La garçonne et l'assassin, paru aux éditions Payot, un ouvrage écrit par deux historiens, Fabrice Virgili et Daniel Vollmann, et Fabrice Virgili, qui est directeur de recherche au CNRS, est là avec moi pour le débrief. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la sexualité, c'est ça, au début du XXe siècle et dans la période de l'entre-deux-guerres ? Oui, entre autres, et la manière dont les guerres mondiales influencent les relations entre les femmes et les hommes, et la sexualité est une part non négligeable de ces relations. On est pile dans le sujet. Voici cette histoire, l'histoire de Louise et de Paul. La réalisation est de Céline Lebras. 14h, 15h. On de la raconte sur Europe 1. Je vous emmène un soir de juillet 1928 dans le quartier ouvrier de Charonne, à Paris, à un pâté de maison du cimetière du Père-Lachaise, très exactement au 34 rue de Bagnolet. Ce qui va se passer ici, dans 2 secondes, va révéler l'une des histoires les plus stupéfiantes du XXe siècle. Accrochez-vous, c'est du lourd. À minuit, un coup de feu retentit au 34 rue de Charonne. À cette heure-là, les gens dorment, bien sûr. La concierge enfile un peignoir et elle sort dans le hall. Et elle voit débouler la locataire du dessus, Madame Grappe, en chemise de nuit et pieds nus, avec Popol, son loupio de 2 ans et demi dans les bras. Rouge comme une tomate et en larmes. Mon mari! J'ai tué mon mari! D'où Jésus, Madame Grappe? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous devriez aller tout de suite au commissariat. Je vous accompagne si vous voulez. Et les voilà partis toutes les deux, Madame Grappe et la concierge, au commissariat de la rue des Orteaux. Un quart d'heure plus tard, elles reviennent avec des policiers. Ils montent et ils trouvent le mari agonisant dans l'appartement. Enfin, disons plutôt la chambre, parce que c'est pas grand. 15 mètres carrés, une table, 2 commodes et un lit. Et sur le lit, donc, le mari qui geint mais qui n'est pas mort. Le commissaire note sur son calepin, il porte une blessure à chaque tempe et il râle. Il n'y a pas de SAMU à l'époque. Alors on met Paul Grappe dans un taxi, direction l'hôpital Saint-Antoine. Il n'y arrivera pas vivant. Il meurt pendant le trajet, dans le taxi. Il avait 36 ans, comme sa femme. Et forcément, Louise Grappe, qui vient de tuer son mari, se retrouve au commissariat de Charonne, face au commissaire. Alors, Madame Grappe, racontez-moi ce qui s'est passé. Il avait tellement bu. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour mon enfant. Et elle se met à raconter. Cet après-midi, son petit garçon Popol n'allait pas bien. Il avait eu la rougeole à la Pentecôte et depuis il toussait. Et donc vers 6 heures de l'après-midi, elle a décidé de l'emmener chez le docteur. Mon mari était saoul comme un cochon, comme d'habitude, quoi. Il a quand même voulu m'accompagner au dispensaire. J'ai pas pu lui dire non. Le médecin a pris la température du petit, 38,8, et il n'a pas trouvé d'où ça venait. Et puis sur le chemin du retour, monsieur le commissaire, mon mari a voulu s'arrêter au bistrot. Encore au bistrot. J'étais pas d'accord. Je lui ai dit, faut aller coucher le petit. Il m'a répondu, tu fais chier là. Fous le camp. Et donc je suis rentré toute seule avec mon fils. Elle raconte ensuite que vers 10 heures du soir, elle a entendu frapper comme un soudard à la porte de l'immeuble. Alors elle est descendue, c'était son mari. Et il était fait comme un rat. Elle l'a aidé à remonter et il s'est écroulé sur le lit, tout habillé. Et puis au beau milieu de la nuit, monsieur le commissaire, il s'est mis à gigoter dans tous les sens. Et puis il m'a envoyé une baffe.
Popol, ça l'a réveillé. Et il s'est mis à pleurer. Et elle dit que l'autre, plus le gamin gueulait, plus ça le rendait fou. À un moment donné, monsieur le commissaire, il m'a donné un grand coup dans le dos pour me sortir du lit. C'est là que j'ai pris le revolver qui était sur la cheminée. Et puis j'ai tiré. Voilà. Et après, elle a dévalé l'escalier et elle est tombée sur la concierge. Voilà comment c'est arrivé, monsieur le commissaire. Interrogée, la concierge confirme que ce Paul Grapp était invivable. Un soir, c'était dans la rue. Elle rentrait avec le petit. Monsieur Grapp arrive, il lui dit « Espèce de putain !» Et il la gifle. Ah ouais, il la gifle. J'ai dû fermer la porte cochère pour éviter que ça fasse scandale. Ces derniers temps, monsieur le commissaire, il lui faisait une scène tous les soirs. C'était toujours en pleine nuit que ça partait. Des fois, il hurlait comme quoi il devait les tuer tous les deux, la femme et le gosse. C'est à cause de l'alcool, monsieur le commissaire, c'est tout. À cause qu'il était jaloux. Ah, c'est maladif, vous savez. Et tous les voisins confirment les cris la nuit, les coups, les meubles qui valent dingue, les pleurs du gamin. Mais enfin, madame, vous dites que votre mari était violent. Vous dites qu'il vous battait. Mais vous n'avez jamais porté plainte contre lui. Je n'ai pas trouvé même une main courante. Louise prend alors sa tête entre les mains et elle se met à pleurer, à chialer. Et il va lui falloir 2 jours, vous entendez, 2 jours entiers, pour raconter au commissaire sa folle histoire. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle célèbre de 1928, l'affaire Paul Grapp. Une nuit de juillet 1928, dans le quartier ouvrier de Charonne à Paris, une femme, Louise Grapp, tue son mari Paul à coups de revolver. Elle se constitue prisonnière et raconte que, comme souvent, son mari est rentré ivre-mort, qu'il l'a frappée, qu'elle n'en pouvait plus. Le commissaire s'étonne qu'elle n'ait pas porté plainte contre son mari. Elle se met alors à raconter une histoire absolument stupéfiante. Et elle commence par le début, par la rencontre avec son mari. Et le commissaire la laisse dérouler sans l'interrompre, sans se douter une minute de ce qu'il va découvrir. Paul et Louise se rencontrent en 1911 à un cours de mandoline dans le 13e arrondissement. Ils ont 20 ans à peine et ils ont tout de suite le béguin. Ils se marient, mais 3 ans plus tard, Louise découvre que son mari a une gigolette, une petite bonne du 16e arrondissement. Rose. Ni une ni deux, elle va la voir. Monsieur Grapp est marié, mademoiselle. Et je suis sa femme. Oh, Belbourg m'a rien dit. Il a dit qu'il était célibataire. Le soir, apprenant que sa femme est allée voir sa maîtresse, Paul se met dans une colère de tous les diables. Mais de quoi tu te mêles? Ça ne te regarde pas. Ce sont mes affaires. T'avais pas à faire ça. Et là, il lui explique qu'il est pour l'union libre. Et puis là-dessus, arrive la guerre. Et oui, on est en août 1914. Et le jeune Paul Grapp part se battre comme caporal dans la Meuse. Il est blessé une première fois à la cuisse, et puis il repart au front. Et puis il se blesse une deuxième fois au doigt. Et cette fois-là, pour tout vous dire, on le soupçonne de s'être blessé lui-même, pour être envoyé à l'arrière et pour échapper aux tranchées. Il passe donc en conseil de guerre. Mais ses camarades témoignent en sa faveur et il échappe au peloton d'exécution. Et il va donc se soigner à l'hôpital. Et puis à un moment donné, en mai 1915, on veut le renvoyer au front. Grapp, vous n'êtes qu'un tir au flanc. Dans 2 jours, vous êtes sur le front. Le lendemain, il décide de déserter. Et il part retrouver sa Louise à Paris. Sauf qu'à Paris, en 1915, un jeune garçon de cet âge-là, qui n'est pas à la guerre, c'est louche. S'il se fait pincer, il risque le peloton d'exécution. En pleine guerre, on ne badine pas avec les déserteurs. Et donc, Louise et Paul décident d'abord de déménager. Ils quittent le quartier de Charonne, où ils sont connus comme le Loup Blanc, pour celui de la Nation, où personne ne les connaît. Ils emménagent dans une petite chambre de bonne. Et là, Paul le déserteur a une idée géniale. Et un peu perverse, vous verrez plus tard. Pour ne pas se faire pincer, il décide de se déguiser en femme. Et Louise l'aide
figurez-vous. Physiquement, c'est jouable, hein. Paul n'est pas très grand, 1,60 m, il n'a pas les traits trop carrés, ça peut le faire. Il enfile un tailleur de velours qui appartient à Louise, il se rase de près, Louise l'arrange un peu, elle lui trouve un chapeau. Pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça bien. Et si on descendait dans la rue, pour voir si je passe inaperçu? Et donc ils descendent dans la rue, pour voir. Et ils ne passent pas inaperçus. Au bout de 5 minutes, un homme se retourne et se met à le draguer de loin. Incroyable, ça marche. Non seulement on le prend pour une femme, mais en plus on le prend pour une belle femme. C'est très encourageant. Alors dans la foulée, il se fait percer les oreilles et ajoute à sa panoplie des boucles d'oreilles. Et puis il se choisit un prénom. Qu'est-ce que tu dirais de Suzanne? C'est joli, Suzanne, non? Suzanne Landgar. C'est pas mal. Et c'est ainsi que Louise Grapp et Suzanne Landgar, deux femmes, donc en apparence, se retrouvent à partager le même appartement. Entre nous, dans ces années-là, deux femmes à la colle, c'est assez gonflé. Le saphisme, comme on dit à l'époque, n'est pas vraiment dans les mœurs. Mais bon, c'est la guerre. Les hommes sont au front, alors que deux femmes partagent un appartement. Finalement, pourquoi pas? Et les voilà qui s'installent dans leur nouvelle vie. Louise va travailler, et au début, Paul reste à la maison. Il joue de la mandoline. Mais il s'ennuie un peu, en vérité. Sa vie de femme au foyer lui pèse. Alors il se trouve un petit travail à domicile, façonneuse de bretelles. Ah, c'est chou, hein, pour un caporal en pleine guerre, de façonner des bretelles. Mais surtout, au bout d'un moment, il se met à sortir, habillé en Suzanne, bien sûr. Il marche comme ça, il se promène. Et ça se confirme. Suzanne plaît. Elle plaît aux hommes, mais elle plaît aussi aux femmes. Et ça, c'est une découverte assez excitante. Parce qu'en vérité, Paul Grapp ne se déguise pas en femme que pour échapper aux gendarmes. C'est son petit secret. Ça lui plaît d'être une femme. Elle est incroyable, cette histoire, que Louise, qui 14 ans plus tard vient de tuer son mari, est en train de raconter au commissaire. Ça fait 2h30 qu'elle parle, sans s'arrêter. Et il n'est pas au bout de ses surprises, le commissaire. Et vous non plus. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle célèbre du début du XXe siècle, l'affaire Paul Grapp. Une nuit de juillet 1928, dans le quartier ouvrier de Charonne à Paris, une femme, Louise Grapp, tue son mari Paul à coups de revolver. Interrogée par le commissaire de police, elle révèle alors une incroyable histoire. Son mari a déserté pendant la guerre de 14 et pour échapper aux gendarmes qui le recherchaient, pendant des années, il s'est déguisé en femme et s'est fait appeler Suzanne. Pour échapper aux gendarmes, mais pas que, en vérité. En pleine guerre de 14, caporal déserteur, Paul Grapp aime ça. Et travesti en femme, tandis que Louise est au turbin, il se met à coucher avec des femmes, et puis un jour, avec des hommes. Travesti bisexuel. La tête du commissaire à qui Louise raconte son histoire depuis des heures et des heures. Il était parti pour recueillir les aveux d'une meurtrière et il se retrouve à entendre l'histoire la plus incroyable de sa carrière. À un moment donné, monsieur le commissaire, nous avons emménagé près du bois de Boulogne. Dans le quartier, vous savez comment c'est, hein. Il y a des cafés olé olé. Et puis il y a le bois, hein. L'allée des acacias. Je ne sais pas si vous connaissez. On s'y mélange à qui mieux, quoi. Eh bien, il y était tout le temps, monsieur le commissaire. Et vous le laissiez faire. Eh ben oui, elle l'a laissé faire, la brave Louise. Et ça a continué comme ça jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, en 1919, une partie des déserteurs est amnistiée, mais pas Paul. Alors il continue à jouer les Suzanne, puisqu'il aime ça. En 1922, le couple s'installe aux Batignolles.
La guerre est loin derrière, Paris commence à s'encanailler. Alors désormais, ils se présentent comme un couple lesbien. 2 lesbiennes qui vivent en ménage. Paul, entre-temps, s'est fait épiler la barbe et la moustache à l'électrolyse. Son visage est devenu encore plus féminin. Et en s'installant au Batignolles, ils se sont rapprochés de Montmartre. Montmartre et ses bars interlopes, comme on disait. Le Clair de Lune, chez Graff, tout ça est à côté du Moulin Rouge. Des cafés où se retrouvent ce qu'on appelle à l'époque les invertis. De tout milieu, hein. Il y a des bourgeois, il y a des aristos, il y a des ouvriers, des militaires, pourvu qu'on s'amuse. Vous savez, monsieur le commissaire, il n'y avait plus que ça qui comptait pour lui. Le sexe. Le sexe. C'était compulsif. Compulsif et pervers. Louise raconte au commissaire qu'en 1924, Paul lui a demandé de prendre un amant. J'ai accepté, monsieur le commissaire. Même si je dois dire que j'ai eu de la répulsion. Mais enfin, au métro Porte-Maillot, nous avons rencontré un couple espagnol. Le monsieur s'appelait Paco. Il avait l'air gentil. Et Paul a voulu qu'il me possède la première fois devant lui. Il m'a dit qu'il m'aimerait davantage. Alors j'ai accepté. Il s'est dissimulé et il nous a regardés. Avec cet homme, monsieur le commissaire, je n'ai jamais su me révolter. Mais Louise raconte aussi qu'à partir de cette époque-là, Paul devient très difficile à vivre. Avant la guerre, il n'était pas commode, mais là c'est le pompon. Il pique des colères et il picole. Il boit de plus en plus, ce qui le fait passer de la frénésie à l'abattement. Et là, il se met à broyer du noir et à parler de suicide. Et puis, le 3 janvier 1925, le cartel des gauches arrive au pouvoir en France. Et il décide d'amnistier tous les déserteurs de 14. Parce que pendant tout ce temps, ça a duré 10 ans, hein, Paul pouvait être arrêté et envoyé au Newf à n'importe quel moment. C'est fini. La République passe l'éponge. Et là, dilemme. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il reste femme? Est-ce qu'il reste Suzanne? Ou est-ce qu'il redevient Paul? Paul Grapp, caporal déserteur, désormais amnistié. Pour connaître la réponse, venez avec moi, venez. Venez en bas de chez lui, au Batignolles. Normalement, c'est son heure. Ah, tenez, le voilà. Eh ben, il est en homme, en pantalon, en veste, avec un béret basque. La concierge est comme 2 ronds de flanc. Madame Suzanne? Mais vous êtes folle! Je ne suis pas Madame Suzanne. Je suis Paul Grapp, madame. Et il laisse la concierge plantée là, et il s'en va prendre le métro. Et il va tout droit à la prévôté de la place de Paris, la police de l'armée. Mon lieutenant, caporal Paul Grapp. J'ai déserté le 19 mai 1915. Mais je viens d'être amnistié, n'est-ce pas, par la loi du 3 janvier 1925. Je demande donc à être rayé des contrôles de désertion. Et il retrouve ses droits, tous ses droits, comme avant. Et là, ne me demandez pas comment un journaliste est au courant de cette histoire. N'empêche que le 4 février 1925, le petit journal titre « Mademoiselle Suzanne dite Lagarçonne revit en Paul Grapp, le déserteur amnistié ». Tout le monde est désormais au courant. Et là, ça devient compliqué pour Paul. Le propriétaire de l'appartement des Batignolles, par exemple, ne peut plus lui établir de quittance de loyer. Ah non, non. Moi, j'ai loué à une femme, hein. J'ai pas loué à un homme. Le journal L'Humanité titre alors « Va-t-on expulser Lagarçonne ?» C'est à partir de ce moment-là que Paul sombre dans l'alcool et la dépression. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle célèbre du début du XXe siècle, l'affaire Paul Grapp. Une nuit de juillet 1928, dans le quartier ouvrier de Charonne à Paris, une femme, Louise Grapp, tue son mari Paul à coups de revolver. Interrogée par le commissaire de police, elle se met alors à raconter son histoire. Son mari était déserteur de la guerre de 14.
Pour vivre discrètement, à partir de 1915, il s'est mis à s'habiller en femme et à se faire appeler Suzanne. Amnistié 10 ans plus tard, en 1925, il redevient officiellement un homme. Officiellement, parce qu'au fond de lui, vous l'avez compris, il est une femme. Il est ce qu'on appellerait aujourd'hui un transsexuel. Et donc il ne tient pas longtemps en homme. Et il finit par remettre une robe, des talons hauts, un chapeau. Et avec ça, comment voulez-vous qu'il trouve du travail? Et donc il se met à boire de plus en plus. Il buvait tellement, monsieur le commissaire, que certains matins, il tremblait au point de ne pas pouvoir porter son bol de café à la bouche. Il passait ses journées habillé en femme. Il allait sur les bords de Marne, il jouait de la musique, il buvait toujours. Et puis il rentrait au milieu de la nuit, ivre mort. À cette époque-là, j'étais enceinte. Eh ben, il attrapait son rasoir et il me disait « Je vais te sortir ton salé que t'as dans ton ventre, tu vas voir !» C'était terrible, monsieur le commissaire. C'était terrible. On est là 3 ans avant que Louise ne tue Paul. Et on voit bien les prémices de ce drame. Et à ce stade de l'histoire, on est touché par le destin de l'un et de l'autre d'ailleurs. Il a souffert, et elle a souffert, et on est au bord de lui pardonner son geste. Franchement, non. Eh bien pas sûr, parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore raconté. Vous vous souvenez de Paco, l'Espagnol, qui l'avait forcé à prendre pour amant? Pendant toute cette période, Louise le voit toujours, et même un jour, il est plus violent que d'habitude, elle se réfugie chez lui, et ils s'enfuient tous les deux à Lyon, et Paul devient fou de jalousie. C'est la concierge qui le raconte. Oh, mais il était dans une rage. Il a tout cassé chez lui. Il se frappait la tête contre les murs, on aurait dit qu'il était possédé. Il disait, si je la trouve pas, je me tue, je me tue, je me tue. Oh, je vous jure, c'était quelque chose à voir. Alors il lui écrit, il lui promet de ne plus boire, de ne plus la frapper, blablabla, blablabla. Et elle rentre. Et là arrive le bébé. Au début, Paul y est très attaché. Il lui donne même son prénom, Paul. C'est pour ça qu'il le surnomme Popol. Et pour prouver qu'il a changé, il trouve même un bon travail chez un opticien de Levallois-Perret. C'est à ce moment-là qu'ils emménagent dans le 15 mètres carrés du quartier de Charonne, qui sera le théâtre du drame. Mais l'alcool, vous savez ce que c'est? Ça ne vous lâche pas comme ça. Alors un jour, il va bosser bourré, et il se fait virer. Et maintenant, Louise se prive de repas pour lui acheter son vin, et pour éviter ses crises. Vous savez, monsieur le commissaire, il lui fallait bien 5 à 6 litres par jour. À la Pentecôte 1928, le petit Popol attrape la rougeole. Le médecin délivre une ordonnance. Et ça met le père dans une rage folle. Et oui, l'argent des médicaments, c'est ça de moins pour boire. Il guérira tout seul. Ces remèdes, c'est de l'argent foutu en l'air. Ton médecin, c'est un charlatan. C'est tous des cons. Mais Louise achète quand même les médicaments. Alors lui va mettre son alliance en gage au mont-de-Piété, chez ma tante, et il boit tout l'argent qu'il en tire. 2 mois plus tard, Popol est à nouveau malade, et le 21 juillet, juste après minuit, Louise prend le revolver, et elle le tue. Voilà, maintenant elle a tout raconté. Le commissaire l'a écouté pendant 2 jours entiers, avec des pauses bien sûr. Cette histoire l'a passionné, c'est évident. Mais voyez-vous, ça n'est pas un émotif, le commissaire. Il entend que le mari était violent et que Louise n'a sans doute fait que se défendre. Mais il a aussi noté qu'elle avait un amant, ce Paco là, cet Espagnol. Alors il se demande si elle n'a pas tout simplement tué son mari pour filer le parfait amour avec le Paco. Ça arrive tous les jours, des histoires comme ça. Et puis, il veut comprendre les conditions du meurtre. Est-ce que c'était prémédité? Madame Grapp, dites-moi, quelle était la position de votre mari quand vous lui avez tiré dessus? Sur le lit? Il était sur le lit. Debout, assis, couché. Il s'agitait. Il était furieux. Je ne sais plus comment il se tenait. Combien de fois avez-vous tiré? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. 1 fois? Un an plus? 5 fois? Je ne sais pas, monsieur le commissaire. Le revolver était-il chargé? Oui,
Oui, je crois. Vous croyez? Peut-être l'avez-vous chargé, alors? Non, non, il était déjà chargé sur la cheminée. Dites-moi encore une chose, Madame Grapp. Votre ami Paco, là, vous le voyez encore? Où est-il? Paco? Mais je l'ai pas vu depuis que je suis parti de Lyon. Par acquis de conscience, après les aveux de Louise, le commissaire retourne sur les lieux du drame. Il balade la pièce du regard, et par terre, il voit 2 douilles. Elle a donc dû tirer 2 balles. Et puis au pied de la cheminée, il trouve une balle non percutée, neuve, intacte. Et là, il se dit, cette balle a très bien pu tomber quand Louise a chargé le revolver. Alors qu'elle dit qu'elle a pris le revolver déjà chargé. Autre chose, Louise a raconté qu'avant le meurtre, il a gueulé et que le petit Popol hurlait. Mais les voisins n'ont rien entendu cette nuit-là. Rien. Et pourtant, les cloisons sont fines. Donc, au moment de boucler son dossier, le commissaire a un doute sur la préméditation. Mais finalement, il ne va pas aller au bout de son doute. Il renonce à l'inculper pour assassinat. Il se contente de l'inculper pour meurtre. Et il l'envoie, dans l'attente de son procès, à la prison pour femmes de Saint-Lazare. Quant au petit Popol, il part pour l'hôpital Trousseau, parce qu'il tousse toujours autant. Et le diagnostic est très grave. Méningite tuberculeuse. Louise obtient une autorisation de sortie pour venir le voir une petite demi-heure. Et 2 jours après, Popol est mort. Et le juge laisse Louise assister à ses obsèques. Et maintenant, le procès. Si elle arrive à convaincre les jurés qu'elle n'a fait que se défendre, ma foi, elle peut être acquittée. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle très célèbre du début du XXe siècle, l'affaire Paul Grapp. Une nuit de juillet 1928 à Paris, une femme, Louise Grapp, tue son mari Paul à coups de revolver. Interrogée par le commissaire de police, elle se met alors à raconter son histoire. Son mari était déserteur de la guerre de 14 et pour vivre caché, à partir de 1915, il s'est déguisé en femme. Amnistié 10 ans plus tard, il redevient officiellement un homme, mais au fond de lui, il reste une femme et se met à boire. Louise l'a tué parce qu'il était alcoolique et violent. Cette histoire, je vais la décrypter dans un instant avec Fabrice Virgili, qui est historien et directeur de recherche au CNRS et qui a écrit avec Daniel Vollmann « La garçonne et l'assassin ». Nous en étions arrivés au moment du procès. Et en vue du procès devant les assises, Louise enrôle un tout jeune avocat, très prometteur, maître Maurice Garçon, qui sera la star du barreau dans les années 40 et 50. Et première victoire, maître Garçon lui obtient la liberté provisoire dans l'attente du procès. Et donc Louise sort de prison. Et c'est libre qu'elle comparaît devant la cour d'assises de Paris le 19 janvier 1929. Mesdames et messieurs, la cour. Au début, on lit l'acte d'accusation. Eh ben dis donc, le juge n'a pas été tendre avec la victime. C'était un ivrogne invétéré, de mœurs douteuses, déserteur pendant la guerre, ne paraissant digne d'aucun intérêt. D'entrée, un bon point pour Louise. Louise qui est là, sur son banc, tout en noir. Un chroniqueur judiciaire de l'époque qui s'appelle Géo London l'a décrit. Rien d'extraordinaire dans sa tenue très classique de veuve, en long voile de deuil, au chapeau de crêpe bordé d'un mince liseré blanc. Et oui, elle est en deuil de son petit Popol, et d'ailleurs, elle porte sa photo en médaillon. Et elle raconte tout. La désertion, les robes de femme, le bois de Boulogne, Paco, l'alcool, les violences, tout. Et petit à petit, elle gagne la sympathie de l'assistance. Les gens ont de la compassion pour elle, et il y a de quoi. Et les magistrats sont touchés aussi, ça se voit. Le président la laisse raconter, il ne la contredit pas, et ça ne l'intéresse pas de savoir si l'arme était chargée sur la cheminée ou pas.
Et quand elle parle de son fils, malade et mort, elle n'est plus une criminelle. C'est une maman que l'on plaint. Le journal Le Temps du 21 janvier écrit « La légitime défense invoquée par l'accusé n'est contestable par personne ». Il n'y aura finalement que l'avocat général pour avoir une pensée pour Paul Grapp. C'était un homme, tout de même. Il avait droit à la vie. Mais même lui ne requiert qu'une peine de principe, avec sursis. Maître Garçon n'a plus qu'à faire revivre le drame au juré. L'enfant se réveille. Il a peur de son père. Elle pleure. Elle le protège. Les rugissements augmentent, accompagnés d'injures. L'enfant hurle. Elle prend le revolver sur la cheminée et elle tire. Les jurés délibèrent en un petit quart d'heure. Ça ne fait pas un pli. Louise Grapp est acquittée. Acquittée. Elle a vécu jusqu'en 1981. Elle est morte à l'âge de 89 ans. C'est amusant d'ailleurs ça, le fait qu'elle ait vécu jusqu'en 1981 rapproche en quelque sorte l'image de nous. Pour le débrief de cette histoire, je suis avec Fabrice Virgili, qui est historien, directeur de recherche au CNRS et co-auteur donc avec Daniel Wollmann d'un magnifique livre sur le sujet, dont je me suis beaucoup inspiré, La garçonne et l'assassin, paru aux éditions Payot et que vous trouverez dans la petite bibliothèque aujourd'hui de la maison Payot. Alors bien sûr, Fabrice Virgili, on est ému par l'histoire de cette femme. Vous l'auriez acquittée, vous ? Écoutez, je suis historien, je ne suis pas juge. Ah, mais vous êtes homme néanmoins. Certes, mais je ne suis pas juge et c'est vrai que je tiens beaucoup à cette distance-là. C'est-à-dire quand je suis dans le rôle d'historien, je suis là pour donner tous les tenants et les aboutissants, expliquer ce qu'il se passe, mais sûrement pas prendre la place du juge ou des jurés. Je laisse le lecteur le faire, vous pouvez le faire. Mais là, moi je me laisse attendrir. Voilà, oui, j'ai bien compris. Alors, elle est attendrissante, mais en vérité, lui, il est aussi, en tout cas avec le recul que nous pouvons avoir aujourd'hui, avec nos lunettes du 21e siècle, on trouve son histoire à lui attendrissante, puisqu'on sent bien qu'il est fendu en deux par cette apparence d'homme et cette profondeur de femme. Mais à l'époque, on voit pas ça. Manifestement, sa souffrance à lui n'intéresse strictement personne. En tout cas, elle est présentée de manière à intéresser personne. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que l'essentiel des sources sur lesquelles nous avons travaillé, et donc vous aussi, sont celles de la défense. C'est-à-dire que nous n'avons pas son histoire racontée par lui-même. Donc évidemment, c'est un peu à charge, il faut bien le reconnaître, puisque son avocat, c'est l'essentiel des papiers sur lesquels nous avons pu travailler, fait tout pour construire la défense de Louise. Est-ce qu'il apparaît que Louise a trouvé un plaisir un peu pervers à ce que son mari joue les femmes? Et c'est difficile à dire. Il faut quand même se souvenir que l'histoire commence avec la désertion et avec la guerre. C'est un homme qui est parti comme un bon petit soldat. Il fait quand même ses 2 ans de service militaire juste après le mariage, alors que quand on vient de se marier, on a envie d'autre chose que de faire son service militaire. Mais à l'époque, c'est 2 ans. Et quand le service militaire vient à s'achever, la guerre commence. Et il part immédiatement au front. Et il part résigné, mais il part. Il est un bon tireur, il a eu un insigne d'argent montrant ses capacités militaires, il est caporal, donc il a gagné ce premier grade au cours de son service, donc il ne rechigne pas à aller faire la guerre. Et il va être comme ça, comme toute une génération, envoyé au mois d'août, qui est, rappelons-le, le moment le plus meurtrier de toute la guerre, août 14. La journée la plus meurtrière, c'est le 22 août de mémoire, et c'est plus de 20 000 morts en une journée. Il n'y aura jamais, y compris dans les tranchées plus tard, autant de morts en une journée. Et donc, vous imaginez, à l'âge qu'il a, comme tous ses camarades, subir ça. 1/3 de son régiment est mis hors de combat au mois d'août. Il est blessé une première fois, on le renvoie dès qu'il a été soigné. Et je crois qu'il y a un moment où il dit non, il dit je n'y retourne plus. Et il a cette intuition, alors est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, comment ils l'ont, qu'en se déguisant en femme, il y échappera. On va marquer une première pause et je veux qu'après la publicité, on resitue avec vous, parce que ça c'est complètement votre manière, cette histoire dans le contexte moral de l'époque. Le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y a 2 périodes. Pendant la guerre, cette histoire est inadmissible. Entre les 2 guerres, à un moment donné, elle est presque recevable. À tout de suite.
Et jusqu'à 15h sur Europe 1, vous écoutez Christophe Ondelat qui vous raconte aujourd'hui une histoire très étonnante à Paris en 1911, juste avant la Grande Guerre. Et vous allez plus loin maintenant, Christophe, avec votre invité jusqu'à 15h. Je vous ai raconté aujourd'hui une affaire très célèbre du début du XXe siècle, l'affaire Paul Grapp, un poilu de 14 qui déserte et qui, pour échapper à la gendarmerie, décide de se déguiser en femme, ce qui, vous l'avez compris, l'arrange en vérité, car au fond de lui, il se sent femme. Paul Grapp était ce qu'on appellerait aujourd'hui un transsexuel. Devenu alcoolique à la fin de ses jours, sa femme Louise le tue de 2 coups de revolver en 1928. Et je suis avec Fabrice Virgili, qui est historien, directeur de recherche au CNRS et qui a écrit avec Daniel Vollmann un livre sur cette affaire dont je me suis beaucoup inspiré, La garçonne et l'assassin, paru aux éditions Payot. Resituons donc, Fabrice Virgili, cette histoire dans le contexte moral de l'époque. D'abord, la désertion en 1915. Beaucoup de gens désertent à l'époque. C'est très grave de déserter en 1915. Ah, sans aucun doute, c'est très grave de déserter. Les pertes au front sont énormes et l'armée et les autorités ont besoin de plus en plus d'hommes, quelles que soient les conditions sociales. On va envoyer des hommes qui, au début, n'étaient pas prévus démobilisés, pères, veufs, et père de 4 enfants, et malgré ça, on les envoie parce qu'on a besoin d'hommes. Donc déserter, c'est très grave, et c'est surtout la porte ouverte à d'autres désertions. Donc il ne faut surtout pas déserter. S'il est découvert à Paris en 1915 déserteur, il lui arrive quoi? Alors il n'est pas, contrairement à ce qu'on pense souvent, fusillé, mais néanmoins, si le cas se répétait, il pourrait effectivement être abattu. Et d'ailleurs, il est menacé quand il est blessé. Et on peut soupçonner qu'il entretient sa blessure à l'hôpital, parce que pour un index, il va passer 4 mois ou 5 mois à l'hôpital. Oui. Donc évidemment, au bout d'un moment, les médecins sont soupçonneux. De temps en temps, oui. Probablement, comme ça se faisait à l'époque. On en a un certain nombre d'indices. Et le capitaine qui vient inspecter tous ces malades lui dit « Paul Grapp, vous retournez au front, et si vous recommencez, je vous abattrai moi-même d'un coup de revolver. » C'est-à-dire qu'on voit la tension. On est d'accord que si on le découvre déguisé en femme pendant la guerre, moralement, ça n'est pas recevable. Ah ben non, ça, moralement, ce n'est pas recevable d'être en femme, d'être déserteur. La totalité est irrecevable. Rien n'est recevable. Mais en 1922, quand ils vont tous les deux s'installer au Batignolles, c'est-à-dire en vérité pas loin de Pigalle, Pigalle était déjà Pigalle, et qu'ils se mettent à fréquenter ces bistrots, le Clair de Lune, chez Graff, et qu'ils vivent au milieu des invertis, et qu'ils se présentent comme un couple lesbien, est-ce que c'est plus recevable? Eh bien, manifestement, oui. Et c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire, au-delà des cabarets dont vous rappelez le nom, où là, on imagine bien que c'est recevable, mais même dans son voisinage, ils habitent rue de Saussure, dans le 17e, et ils sont un couple de femmes. En 22, en vérité, on est à mi-chemin entre la première et la deuxième guerre. Est-ce que c'est un moment de liberté qui va se retendre bien après, entendu. À l'approche de 39? La manière dont une société vit sa morale, sa sexualité, il n'y a pas un progrès linéaire d'année en année. On a, après la Première Guerre mondiale, même si le pays est profondément en deuil, et on le sait, 1 500 000 morts, c'est quelque chose d'effroyable, chaque famille porte le deuil, en même temps il y a une aspiration gigantesque à la vie, à s'amuser, à passer à autre chose. Et ce qu'on a appelé les années folles, c'est ce moment-là, cette nécessité, ce besoin de ne pas vivre uniquement dans un univers morbide et du deuil. Donc il y a les deux, l'un n'empêche pas l'autre. On peut ériger un monument aux morts et aller vouloir danser et s'amuser. En 1925, quand il fait le choix de redevenir publiquement un homme, est-ce que c'est parce qu'il sent que ça ne va pas être possible longtemps de rester comme ça une femme travestie? Non, je crois qu'il est ambivalent et elle aussi, Louise également. C'est-à-dire que ils attendent l'amnistie. Ils ont une grande déception parce qu'en fait l'amnistie se passe en 2 temps. Mais il n'est pas concerné par la première amnistie, pour des raisons juridiques sur lesquelles je ne m'arrêterai pas. Et donc il faut attendre. Et on a une correspondance. Elle écrit aux députés de l'arrondissement pour essayer de présenter le cas et dire il faudrait faire quelque chose. Et la réponse est rassurez-vous, l'amnistie va arriver. On attend cette amnistie. Elle est souhaitée par beaucoup de monde parce que c'est un moyen aussi de montrer qu'on s'éloigne de la guerre, qu'on passe à autre chose. Et donc quand elle arrive, c'est un soulagement pour les deux, je pense. En fait, sa crise, si on peut appeler comme ça, et son alcoolisme de plus en plus fort, est probablement dû davantage à la fois à ce qu'il a vécu pendant la guerre, qui ne le lâche pas. Qui est un trauma, en vérité. Le traumatisme de guerre, ce qu'on appelle la névrose de guerre, n'est pas quelque chose qui passe avec la paix, c'est quelque chose qui le
hante, ce sont des cauchemars, c'est l'alcoolisme. Il a des symptômes très clairs de ce traumatisme de guerre, mais c'est aussi simplement vouloir s'en éloigner, et entre être un homme, être une femme, il hésite. Donc il va se promener, il reprend son habit d'homme, il va dans les cafés et il montre les photos de l'époque où il était femme, en racontant ça comme une sorte de gloire. Et puis on le flatte un peu, il y a un impresario qui veut raconter son histoire. Déjà à ce moment-là, on perçoit bien qu'il y a quelque chose... Moi je l'aurais invité si j'avais une émission de radio en 1925. L'histoire, je me rends pas compte, était vraiment connue à l'époque. Elle paraît dans le Petit Journal. Alors elle paraît dans de nombreux journaux, on va dire à 3 reprises, au moment de l'amnistie. Parce que quand il va se déclarer, l'histoire manifestement est racontée et répétée, et très rapidement, vous l'avez cité, la presse s'en empare, donc on a plusieurs articles, et avec une opposition idéologique assez marquée. C'est-à-dire que du côté de la droite, des nationalistes les plus ardents, on condamne ce comportement absolument déplorable, dépravé, et on en profite pour attaquer la loi d'amnistie. À l'inverse, l'humanité, mais aussi les milieux anarchistes, au contraire, disent « Regardez ce qu'a été obligé de faire un pauvre prolétaire pour échapper à la boucherie impérialiste. Il a été obligé de se déguiser en femme. » Et on va manifester. Quand il est expulsé, il y a une petite manifestation de la section locale du Parti communiste dans le 17e arrondissement. Extraordinaire histoire. Merci beaucoup Fabrice Virginie. Merci infiniment d'abord d'avoir, avec Daniel Vollmann, écrit ce livre, grâce auquel nous pouvons accéder, nous profanes, à cette histoire formidable. L'une des plus belles histoires que j'ai racontées depuis le début de cette émission. J'en rappelle le titre, La garçonne et l'assassin. Vous le trouverez aujourd'hui dans la petite bibliothèque Payot. Faites-en d'autres des livres comme ça, monsieur Virginie. Je vais essayer. Merci beaucoup.